Bonjour à tous. La Constitution impose au président de la République de mettre en œuvre l'article 16, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France devant le malheur qui plane sur la patrie et devant la menace qui pèse sur la République. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. Selon le professeur de droit René Capitan, cet article de la Constitution, c'est la constitutionnalisation de l'appel du 18 juin 40. Pourquoi? Parce que c'est le combat pour la République gravé dans la Constitution. Cet article, que dit-il? Il énonce que lorsque les institutions de la République, de l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Je passe le reste. Élément important, ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission. Je passe le reste aussi. La Constitution a ainsi prévu que le président de la République puisse avoir les moyens de sauver le régime républicain dans 4 hypothèses. Quel sens y donner? En cas d'abord de menaces graves et immédiates pesant sur les institutions de la République, ça c'est le fondement sur lequel De Gaulle en 61 a mis en œuvre cet article. C'est l'hypothèse, le texte ne le précisant pas, du coup d'état militaire, le putsch ou du coup d'état politique que j'appelle le schlag. En ce sens, avec une lecture attentive et une compréhension juste de ce qu'est la politique, on pourra découvrir que, après le coup d'état permanent opéré par Mitterrand, le schlag, avec Maastricht, Chirac en 95 aurait dû activer cet article 16 si bien sûr lui aussi n'avait pas été un traître. En cas ensuite de menaces graves et immédiates relatives à l'intégrité du territoire, c'est l'hypothèse de la guerre d'invasion qui est visée. En 40, c'est sur ce fondement qu'un De Gaulle président aurait agi, et certainement pas en 40 d'ailleurs, bien avant. On parle de menaces immédiates, là maintenant, pas d'exécution de la menace, car quand la menace est mise à exécution, c'est plus une menace, c'est trop tard. Et on parle également de menaces immédiates, non pas imminentes, ça c'est trop tôt. Et on va voir tout ça après. En cas encore de menaces graves et immédiates pesant sur l'indépendance de la nation, je note que l'hypothèse d'indépendance de la nation, qui est gravement menacée, est distincte de celle où est portée atteinte à l'intégrité du territoire, ce qui signifie qu'il peut être porté atteinte à l'indépendance de la nation sans que soit porté pour autant atteinte à son intégrité territoriale. C'est donc ici l'hypothèse de la trahison des élites politiques au pouvoir, je vais y venir dans la prochaine vidéo. Et enfin, en cas de menace grave et immédiate pesant sur l'exécution des engagements internationaux. C'est l'hypothèse d'un blocage institutionnel intérieur, version fin de la Troisième République, ou d'une action de l'étranger qui viole un traité, par exemple Hitler en 1936, violant le traité de Versailles et les accords de Locarno, encore que là, la seconde condition ne sera pas forcément remplie, tout dépend de la situation. 4 hypothèses donc sont visées par cet article. Coup d'État, guerre d'invasion, haute trahison et blocage institutionnel. Voyons dans cette vidéo l'hypothèse relative à la menace grave et imminente pesant sur les institutions de la République. Et dans la prochaine vidéo, les menaces graves et imminentes pesant sur l'indépendance de la nation, ce qui sera le point d'orgue de cette analyse et sera largement suffisant pour les besoins de la cause. Alors, les institutions de la République directement et gravement menacées. Qu'est-ce que les institutions de la République? Les institutions de la République, ce sont les organes publics établis par la Constitution pour structurer le fonctionnement de l'État et régir ses missions. Les principales institutions établies par la Constitution de 58 sont le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature, la Haute Cour de justice, le Défenseur des droits, le Conseil économique, social et environnemental,
Collectivité territoriale, administration décentralisée et déconcentrée, et le parasitueux en 92, à la suite d'une série incroyable de trahisons que je décrypte dans la vidéo Mitterrand, le coup d'État permanent, intégré aux articles 88.1 à 7 qui visent à corseter l'État par le haut avec les institutions de l'Union des parasites européens et par le bas avec les eurorégions. Et quand on comprend la chose, on voit que c'est pas à la France de se carapater de l'UE, mais à l'Union des parasites européens dégagés de la France. On sort le verre de la pomme et pas la pomme du verre. Fondamentalement, on peut classer ces institutions en fonctions législatives, exécutives et judiciaires. Les conditions pour appliquer l'article 16 sur ce fondement sont, on l'a vu, une menace grave et immédiate pesant sur ces institutions et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels qui est interrompu. L'article 16 indique alors, en résumé, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances et ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Une menace grave et immédiate pesant sur les institutions. Quelques remarques et un exemple pour comprendre à fond à quelles conditions, sur ce fondement, le président de la République peut prendre les pleins pouvoirs et acquérir les pouvoirs dits exceptionnels. Donc d'abord, quelques remarques générales et sémantiques qui vont éclairer la suite. On parle de menace d'abord et pas de risque. Le risque n'est pas la réalisation d'une intention alors que la menace, oui. La doctrine française en matière de sécurité distingue en effet les risques qui ne sont pas le fruit d'une intention malveillante, les risques naturels et matériels, et les risques auxquels on réserve le terme de menace qui sont le produit d'une intention humaine malveillante. L'article parle d'une menace, non de la matérialisation concrète de la menace. Il indique que la menace doit être grave. Selon le Larousse, une menace, ça signifie un signe, un indice qui laisse prévoir quelque chose de dangereux, de nuisible. Et grave signifie sérieux, critique, qui peut avoir des conséquences fâcheuses, qui peut entraîner des suites dangereuses, qui met en danger la vie de quelqu'un. Donc une menace grave, c'est un indice sérieux qui laisse prévoir la réalisation d'un grand danger. Et immédiat, ça signifie qu'il se produit dans l'instant même, qui ne comporte pas d'intervalle dans le temps, qui a un rapport direct dans une relation spatio-temporelle. C'est différent d'imminent, qui veut dire qui est sur le point de se produire, un départ imminent. Donc une menace grave et immédiate, c'est un indice sérieux qui laisse prévoir la réalisation d'un grand danger sans délai. Comme une menace, ce n'est pas le danger en lui-même, c'est un signe manifestant un danger qui est là. Il n'est pas encore réalisé pleinement, mais est déjà en début de réalisation. On se situe donc dans le cas d'un péril imminent, Hannibal ad portas. En toute logique, selon l'argument a fortiori, quand la menace est mise à exécution, qu'on entre dans la phase de péril, cet article peut et doit aussi être activé. La nature de la menace n'est pas précisée, le texte reste général, autrement dit, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, mais concrètement, hormis le risque différent de la menace, on a là un adversaire malveillant, et comme le cas de la guerre d'invasion et d'indépendance menacée sont traités à part, on parle ici d'une menace intérieure, d'actes malveillants venant de l'intérieur, c'est donc celle du putsch, le coup d'état militaire, ou de ce que j'appelle aussi le schlag, le coup d'état politique, sans que celui-ci ait entamé encore l'indépendance nationale totalement. C'est ce qu'on peut en tirer logiquement. D'ailleurs, pour déterminer le caractère grave et immédiat de cette menace, telle qu'exigée par l'article 16 pesant sur les institutions de la République, on va s'appuyer sur la seule jurisprudence qui existe sur le sujet. Il faut revenir à De Gaulle, qui est le premier et le seul d'ailleurs à avoir activé cet article sur le fondement de cette hypothèse en l'espèce pour concentrer en sa personne tous les pouvoirs institutionnels et ceux du 24 avril 61 au 30 septembre 61. Il l'a fait après avis non contraignant du Conseil constitutionnel de l'époque. Qu'est-ce qu'énonçait donc cet avis du Conseil constitutionnel 61.1 AR 16 du 23 avril 61 relatif à la consultation prévue par l'article 16 en vue de l'utilisation des pleins pouvoirs par De Gaulle? Eh bien, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, non contraignante mais éclairante, car indiquant à quelles conditions le président
peut légitimement activer l'article 16 et obtenir des pleins pouvoirs exceptionnels, il énonce que, considérant qu'en Algérie, des officiers généraux sans commandement et à leur suite certains éléments militaires sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels dont ils usurpent l'autorité, qu'au mépris de la souveraineté nationale et de la légalité républicaine, ils édictent des mesures de la seule compétence du Parlement et du gouvernement, qu'ils ont mis hors d'état de remplir leurs fonctions et privé de leur liberté les plus hautes autorités civiles et militaires d'Algérie dépositaires des pouvoirs qui leur ont été délégués par le gouvernement de la République, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, ainsi qu'un membre du gouvernement même, que leur but avoué est de s'emparer du pouvoir dans l'ensemble du pays. Voilà ce que le Conseil constitutionnel disait. J'ai envie d'actualiser le texte, le parallèle est assez remarquable. Considérant qu'en France, les plus hautes autorités de l'État se sont insurgées contre le peuple en usurpant la souveraineté nationale, qu'ainsi, au mépris de la légalité républicaine, ils ont intégré à la Constitution en son article 88.1 et suivant les traités européens, qu'ils se sont mis hors d'état de remplir leurs fonctions en abandonnant à l'Union européenne les leviers de la souveraineté qui leur ont été pourtant délégués par le peuple, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts de la nation et la poursuite du bien commun, que leur but avoué est d'abandonner le pouvoir souverain à l'entité supranationale dénommée UE, probant, non ? Comme ça, rien qu'au premier abord. Alors, le Concon affirme en suivant que les conditions exigées par la Constitution pour l'application de son article 16 sont réunies, parce que, en raison de ces actes de subversion, de rébellion des généraux, d'une part, les institutions de la République se trouvent menacées, d'une manière grave et immédiate, et d'autre part, les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent fonctionner de façon régulière. Analysons cette décision, ça va être particulièrement éclairant. D'abord, il faut définir les termes. La subversion, c'est quoi ? Selon le Larousse, c'est une action visant à saper les valeurs et institutions établies. Et une action, c'est une manifestation concrète de l'activité de quelqu'un, d'un groupe, ou la manière dont un agent, une force, agit sur quelque chose ou sur quelqu'un. La subversion, c'est donc une manifestation concrète de l'activité d'un groupe d'agents qui cherchent à saper les valeurs et les institutions établies. Les agents, ce ne sont pas des patriotes par définition, mais des apatrides. Ce sont des agents du mondialisme. Quelle définition au mot saper ? C'est creuser sous les fondements d'une construction, une sape, pour provoquer son écroulement. C'est chercher à détruire quelque chose par une action progressive et secrète. La subversion, c'est donc la manifestation concrète de l'activité d'un groupe d'agents mondialistes qui cherchent à détruire de manière progressive et secrète la République en s'attaquant à ses fondements, c'est-à-dire aux valeurs et aux institutions établies par la Constitution de la Ve République. Quelle est la définition du secret ? C'est la discrétion, le silence qui entoure quelque chose, un moyen caché, peu connu, réservé aux initiés. La subversion, en l'espèce, c'est donc une manifestation concrète de l'activité d'un groupe d'agents mondialistes qui cherchent à détruire de manière progressive, discrète, silencieuse, peu connue, la République en s'attaquant à ses fondements, c'est-à-dire aux valeurs et institutions établies par la Constitution de la Ve République. La définition de mot valeur. Du latin valor, valeur dérivée de valere, valoir, avoir de la valeur, avoir de la vertu, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, quelque chose à défendre. La subversion, c'est donc une manifestation concrète de l'activité d'un groupe d'agents mondialistes qui cherchent de manière progressive, discrète, silencieuse, peu connue, qui cherche à détruire la République en s'attaquant à ses fondements, c'est-à-dire les idéaux formant à la fois le socle et les objectifs du régime politique républicain, tel qu'énoncé par la Constitution, et leur manifestation tangible au travers des institutions établies par ladite Constitution. Autrement dit, dans cette hypothèse, on s'attaque à l'édifice symbolique et à l'édifice tangible du régime politique. D'où la question maintenant, quelles sont les valeurs en cause et sont-elles attaquées ? Les valeurs affirmées par la Constitution de 58 et les attaques qu'elles subissent. Voyons ça maintenant. Les valeurs établies par la Constitution sont indiquées en son préambule, en son article 1er intitulé « De la souveraineté ». Préambule
Et article 1er, donc 14 valeurs, on remarque qu'elles sont toutes sérieusement attaquées. Je développe pas outre mesure ici, ça serait trop long, ça ressort de l'ensemble des vidéos que j'ai faites. Je donne juste un exemple à chaque fois. D'abord, la déclaration de 1789. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Eh bien non, c'est fini ça maintenant. La racaille ose affirmer ouvertement que la souveraineté réside dans l'Europe. Préambule ensuite de la Constitution de 46, la sécurité sociale, elle est démolie au nom de l'ultralibéralisme que l'Union des parasites européens nous impose et au nom de la dette illégitime et impayable qu'on nous impose pourtant de payer, de rembourser. Système d'argent-dette gravé dans le marbre des traités de trahison. Ensuite, le principe de libre détermination des peuples. Eh bien non, avec l'Union européenne et nos traites, on n'a pas le droit de déterminer notre avenir. C'est eux qui décident sans consulter honnêtement jamais le peuple. Quand vous pensez que ces racailles ont intégré le parasitueux à l'article 88.1 qui ose affirmer que la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne, s'il vous plaît, le 13 décembre 2007. Allô la Constitution, ici les élites fake news. Principe ensuite d'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité fondant les institutions. Idéal dévoyé en liberté du renard dans le poulailler, en égalité des oiseaux en cage et en fraternité des loges, ce copinage malsain, comme j'ai montré dans la saison 1 et dans la vidéo sur l'Union européenne, un empire ultralibéral. Ensuite, principe d'évolution démocratique des institutions. La démocratie, c'est les gouvernants en laisse. Ça fait bien longtemps que c'est plutôt les citoyens en laisse. Je vous renvoie à la vidéo sur la démocratie et sur le CSA. Principe ensuite de la République indivisible. On encourage les indépendantismes à cause de l'union des parasites européens qui veut casser les États en régions, entre autres exemples qui pullulent. Principe de la République laïque. Là, c'est le foutoir est trop long à expliquer. La base laïcarde est pourrie et dévoyée, mais les attaques contre elle sont largement ignobles et les gouvernants ne cessent de promouvoir les communautarismes qui forment des séparatismes, comme je vous montrerai. Principe de la République démocratique ensuite, la démocratie oui, mais sans le peuple. Le principe de la République sociale, alors à cause du système d'argent-dette et de l'union des parasites européens, le social c'est une variable d'ajustement pour faire des économies, baisse des aides sociales, de la protection sociale, du droit des salariés ou des retraités, ça se limite à ça. Principe ensuite d'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Poussé à son extrême, ça devient l'égalitarisme qui confond les hommes, les femmes, les citoyens et les étrangers, sans distinction, le tout, mal compris, c'est devenu confusion de tout avec tout, qui justifie la baisse des libertés pour tout égaliser au niveau social, et la baisse des égalités, le creusement des inégalités économiques, pour garantir la liberté économique. Ensuite, le principe de respect de toutes les croyances. Oh, pas vraiment, c'est une société athéiste qui ne croit, matérialiste, qui ne croit qu'aux idoles, qui humilie les religions et les écrase, ou les craint et se soumet, qui est aussi entre ces deux pôles. Il va falloir un jour intégrer le principe d'égalité de valeur des êtres humains comme fondement de toute morale laïque et comme fondement de toute religion bien comprise, puisque c'est déjà le cas, si on les comprend bien. Puis vous avez les valeurs ajoutées, les additifs, colorants, conservateurs et autres substances nocives ou placebo. Principe d'organisation décentralisée avec la révision constitutionnelle de mars 2003. Eh bien, on veut vider l'État de ses compétences pour mieux le remplacer par un État européen fédéraliste. Vous avez aussi la charte de l'environnement de 2004, une valeur écolo hypocrite quand on lit le machin. Article 1er, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Très bien. Et article 1 bis, tout le monde a le droit d'aller se faire foutre et de se faire mettre la 5G, la 6G, la 7G, les OGM, les pesticides et autres saletés. Ou encore l'article 6 qui énonce que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Et sous le vocable développement durable, eh bien, on promeut la lutte contre le réchauffement climatique
alors même que notre pays est soumis à la logique marchande par l'Union européenne qui pollue tous les océans avec ses cargos de libre-échange mondialiste, alors que la tomate ou le microprocesseur, on aurait pu les cultiver ou les produire dans le champ d'à côté ou l'usine d'à côté. Donc ils s'auto-condamnent, si je comprends bien, les ultralibéraux. Alors même qu'on veut lutter contre les émissions de CO2 avec la suppression des diesels moins polluants que les essences, qui elles-mêmes polluent moins que les voitures électriques, alors même qu'on nique EDF, les centrales nucléaires, pour des éoliennes et panneaux solaires plus que polluants, non recyclables, et qu'on pense à ce parc d'éoliennes mortifères dans la baie de Saint-Brieuc, là où les pêcheurs attrapent des tonnes de coquilles Saint-Jacques, voire comme en Allemagne, en revenant aux usines à charbon qui polluent encore plus, d'autant plus que le charbon utilisé par les Allemands est en prime de basse qualité, plus polluant, et qu'on va aller se fournir auprès d'eux, auprès des Allemands, alors même qu'avec EDF, on a une source d'électricité propre, pas chère, et qu'on est dans les leaders mondiaux. Pourquoi donc l'UE s'acharne-t-elle à vouloir casser les atouts français? Et on peut continuer la liste, alors même que le réchauffement climatique, et ce que je vous dis là, c'est pas un secret, c'est causé par le soleil. Ouais. Et alors même que la France ne produit même pas 1% du CO2 total. Ou encore l'article 9 qui énonce que la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement, alors même que l'État sans pognon, à cause d'une dette impayable et du système d'argent-dette, ne peut investir plus d'un copec dans la recherche et développement. Principe ensuite d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Là, on est dans la grande confusion. À quand les quotas selon la couleur de la peau? On met l'accent sur la diversité sociologique pour mieux masquer l'absence totale de diversité politique. La diversité sociologique, franchement, on s'en tamponne le coquillard. Moi, ce que je veux, c'est ne pas bouffer le même plat politique matin, midi et soir. Changer seulement la sauce, c'est que de la poudre aux yeux. D'autant plus que là, il faut que j'explique le cœur nucléaire de la démocratie. La démocratie, c'est la pacification du combat politique qui ne se fait plus dès lors à coups d'épée ou de fusil, mais à coups d'idées et de débats publics et contradictoires, et qui suppose, c'est fondamental, le rassemblement des citoyens autour d'idées politiques et d'idées politiques seulement, jamais, au grand jamais, de données sociologiques. C'est une dérive absurde qui ne conduit qu'au chaos et à la guerre civile, et je vous assure que dénaturer la politique, parti politique, idées politiques en parti sociologique et idées sociologiques, c'est le meilleur moyen pour faire advenir à coup sûr une guerre civile. Or la démocratie en tant que civilisation du conflit politique, c'est tout l'opposé. Et j'ai l'impression de prêcher des évidences dans le désert quand la foule se presse à aller se noyer dans la mer de l'absurdité. Titre premier de la souveraineté, 15 valeurs. Eh oui, c'est pas fini, il y a beaucoup de valeurs constitutionnelles et la racaille, elle n'en rate pas une. Article 2, principe du français, seule langue officielle de la République. Et non, on attaque le français, par exemple avec la loi Fioraso, la simplification de la langue, la béotianisation de la langue ouba. Vous avez aussi l'inclusivisme, la charte des langues régionales. Et encore là, un risque de surenchère victimaire de la décomposition linguistique dans la mesure où son étude prend la place du français, ou la soumission à l'anglais, ou encore l'abandon de la francophonie, confiée à une anglophone. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Oui, vachement. Il n'est jamais seul, ce drapeau. On lui fout toujours un geôlier à ses côtés. Le drapeau de l'Empire bleu aux étoiles dorées, ce qui envoie le message que la nation française est sous emprise. Une province, un pays conquis et soumis à l'Empire apatride qui la tient par les burnes. L'hymne national, la Marseillaise, mais allez la chanter quand vous êtes gilet jaune. Le gouvernement de la République française va vous traiter de factieux, de séditieux, de chemise brune, et vous condamner pour outrage et rébellion. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité.
bien galvaudé. C'est devenu la liberté du renard dans le poulailler, l'égalité des oiseaux en cage et la fraternité comme copinage malsain. Je renvoie à la saison 1 et à la vidéo sur l'UE et l'empire ultralibéral. Principe du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ça serait plutôt le gouvernement du pognon sans le peuple et contre le peuple. Bref. Article 3. Principe du peuple unique propriétaire de la souveraineté nationale. Les racailles au pouvoir se considèrent, c'est pas un scoop, comme les véritables souverains. En témoigne la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 92 qui affirme en parlant du Parlement que le pouvoir constituant est souverain. Principe de l'exercice de la souveraineté nationale par le peuple au moyen du référendum. Bah oui, on lui demande jamais pour les grands choix de société ou politique, et quand on lui demande, par miracle, le tout est manipulé, comme j'ai montré dans la vidéo Mitterrand et le coup d'État permanent, ou alors il a mal voté le peuple, on passe outre, comme avec le refus de la Constitution européenne en 2005, refourgué en 2008, avec le traité de Lisbonne, avec ses différences, qu'il n'y a plus de référence à l'Ode à la joie de Beethoven. Ça nous fait une belle jambe. Le principe du contrat de mandat, principe du peuple mandant, qui délègue l'exercice et l'exercice seulement de la souveraineté nationale à ses représentants. Pareil, une fois élus, les élus se croient souverains. Ensuite, le principe induit de la souveraineté du peuple dans le choix de ses mandataires. Le peuple n'est pas souverain pour choisir ses mandataires, pour plusieurs raisons d'ailleurs qui vont suivre. Article 4, le principe de libre formation des partis et groupements politiques. Formation libre, mais sans pognon et sans idée, il n'y a pas grand-chose. Si j'en profite pour dire, un parti politique n'est pas un parti sociologique, il n'a pas non plus à avoir des idées et propositions sociologiques, mais politiques. Un parti politique qui doit participer à la structuration politique des citoyens se doit d'avoir des idées politiques et non sociologiques. Et ce doit d'être un melting pot sociologique. Pourquoi ? Parce que la démocratie, je répète, c'est la civilisation de conflits politiques, qui ne peut se réaliser que si les partis font fi de l'origine sociologique, ethnique, religieuse des individus et ne considèrent les individus comme des citoyens, sans autre distinction. À défaut, les partis deviennent des agrégats sociologiques qui vont amener inévitablement, inexorablement, la guerre civile, en remplaçant le débat d'idées par un débat de genre. À ce titre, le parti animaliste ou écologique ou tout autre parti qui se fonde sur un critère religieux, sexuel, racial ou que sais-je, est un parti antidémocratique qui ne va produire, si on le laisse perdurer, que la destruction de la démocratie. Principe ensuite de libre exercice de leur activité à ces partis et groupements politiques. Ils sont aussi libres que des prisonniers de Guantanamo et franchement, droite-gauche, que dalle, ce sont des détaillants qui prennent leur cam au même grossiste, l'Union des parasites européens. Principe en suivant de concours des partis et groupements politiques à l'expression du suffrage. Il est évident que sans notoriété et sans pognon, leur participation aux élections est illusoire. Or, le législateur et le CSA exigent que les partis aient déjà de la notoriété, soient connus, c'est-à-dire résultats antérieurs aux élections, etc., pour avoir le droit de passer dans les médias, autrement dit d'être connus. Sauf si bien sûr les médias se choisissent, et vous voyez de qui je parle, un champion en vertu de leur liberté médiatique. Ensuite, principe de soumission des partis et groupements politiques au principe de la souveraineté nationale et de la démocratie. Non, sinon il faudrait dissoudre tous les partis politiques quasiment, commençant par les Verts, En Marche, les Républicains, les communistes, le Front National, les Insoumis, qui se soumettent tous aux parasites apatrides fédéralistes, Union européenne, même si certains présentent leur programme en trompe-l'œil populiste. Principe de soumission des partis et groupements politiques au principe démocratique, non respecté non plus, sinon ils devraient mettre dans leur programme tout ce que j'ai indiqué dans la vidéo sur la démocratie et le CSA. Ensuite, principe d'expression pluraliste des opinions des partis et groupements politiques. Là encore, l'hypocrisie est totale. C'est aussi tiré de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le CSA verrouille les expressions politiques différentes au nom du pluralisme. Bravo le veau. En conclusion, après cette analyse,
on peut voir que ces 29 valeurs qui peuvent se résumer fondamentalement dans la souveraineté nationale, la démocratie, la solidarité, la laïcité, ont toutes été sapées par ceux-là même dont c'est la mission de les défendre. Ces valeurs ont été perverties et ne sont aujourd'hui que des mots creux, vidés de leur sens, à tel point que le réel n'a plus rien à voir avec ces mots. On constate également de façon criante que ce sont les élus et nommés, c'est-à-dire les présidents, parlementaires, juges, aux fonctionnaires, et qui ont porté atteinte aux 29 valeurs énoncées par la Constitution par leurs actes de subversion. Dès lors, sans aller plus loin, on comprend qu'ils ont perverti les institutions de la République en les détournant de leur mission de bien commun, fondée sur les valeurs républicaines. Dès lors, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la première condition pour activer l'article 16 est remplie, car on peut affirmer pleinement que la subversion est caractérisée, subversion, et qui est l'activité d'agents, en l'espèce élus et nommés aux plus hautes fonctions, qui cherchent à détruire la République progressivement en dévoyant et en dénaturant ses fondements, et de façon discrète, silencieuse, peu connue, en s'attaquant aux valeurs et aux institutions de la République, c'est-à-dire en s'attaquant à la souveraineté, à la démocratie, à la solidarité et à la laïcité, ainsi qu'en s'attaquant aux institutions républicaines, en portant atteinte à leurs propres fonctions. Atteintes multiples et répétées d'une ampleur si vaste et d'un degré si profond que la menace ne peut être qualifiée que de grave et immédiate. Mais plus encore, la menace s'est concrétisée, l'édifice républicain vacille. Si sur le papier on a une république démocratique, dans les faits, la France n'est pratiquement plus qu'une province de l'empire oligarchique de la finance apatride. Pratiquement. Voyons donc la deuxième condition, les pouvoirs publics constitutionnels qui ne fonctionnent plus régulièrement. Donc voilà, le 2, fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels qui est interrompu. Exiger que le président, en activant l'article 16, redonne aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d'accomplir leur mission, c'est considérer que l'interruption du fonctionnement régulier par ces pouvoirs publics consiste en l'incapacité, peu importe la cause, qu'ils ont d'accomplir leurs fonctions exécutive, législative et judiciaire. C'est avouer que le président, le Parlement et les juges n'ont pas, par hypothèse, non plus la capacité de remplir leurs fonctions exécutives, législatives et judiciaires, n'ont plus la capacité de fabriquer les lois, de les faire appliquer et respecter. Autant vous dire que cette condition est archi remplie, mais pour éviter les redondances, on verra ça dans la prochaine vidéo relative aux menaces qui pèsent sur l'indépendance de la nation. Je terminerai simplement en rappelant que les valeurs et institutions étant subverties, on pourrait activer l'article 16 sur ce fondement, mais les valeurs et les institutions étant tellement subverties, tellement perverties, qu'on n'est plus dans le cadre d'une menace immédiate, on est dans la réalisation de la menace, on est déjà dans le péril, même plus imminent, mais immédiat. De fait, l'article 16 ne peut plus être activé sur ce fondement, si on en fait une lecture rigoriste, car la menace a laissé place au danger actuel. Alors vous me direz, qui peut le plus, peut le moins, et effectivement, l'argument a fortiori est logiquement tout à fait recevable. Et tout de même, si on va plus loin, on doit considérer que les institutions ont été dévoyées par la trahison des élites, à tel point que les racailles ont réalisé là un coup d'État qui va s'apparenter plutôt à une perte d'indépendance nationale du coup. Pour bien voir l'affaire, je vais vous indiquer les éléments suivants. En revoyant ce qui aurait dû être fait par les présidents successifs depuis la trahison de Mitterrand et son coup d'État permanent, pour reprendre le titre de son ouvrage qui critiquait la Ve République, un coup d'État permanent, le schlag, pour faire un parallèle civil avec le putsch qui est le coup d'État militaire. Pour bien faire, après la trahison de Mitterrand, du gouvernement, des parlements et des juges, de par leur manigance infâme tout au long de l'année 92, il aurait fallu que Chirac en 95 prenne les pleins pouvoirs, car alors, 2 ans après Maastricht, et bien avant l'entrée en vigueur en 2002 de la monnaie commune, même si, qui n'est pas une monnaie commune, même si déjà il y avait le système monétaire européen, les conditions pour appliquer l'article 16 sur ce fondement étaient réunies.
une menace grave et immédiate pesant sur les institutions. Le danger ne s'était pas concrétisé entièrement, pas encore d'euro ou de traité de Lisbonne. Et puis, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels interrompu, ça j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Les juridictions françaises suprêmes, je précise, ont capitulé en 92, le Parlement s'est saborné en 92 et le président a trahi également en 92. Chirac en 95 aurait donc dû adresser un message à la nation et prendre les mesures exigées par ces circonstances, qui auraient dû être inspiré par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission, c'est-à-dire prendre les mesures utiles en tout domaine, comme on verra plus tard, sachant que ces décisions est le fait du prince et que les actes du président, selon la jurisprudence du Conseil d'État Rubin de Servance de 62, sont des actes de gouvernement, que le juge administratif est donc incompétent pour contrôler. Mais lui aussi a trahi. Et alors, à mon sens, activer l'article 16 sur le fondement de la menace grave et immédiate aux institutions est, depuis le temps, 26 ans ont passé, moins pertinent que de l'activer aujourd'hui sur le fondement d'une menace grave et immédiate à l'indépendance nationale. L'indépendance nationale, on va le voir, est gravement et immédiatement menacée, mais pas encore perdue totalement, puisque les pleins effets d'une perte d'indépendance nationale, ça sera la transformation du régime républicain en régime fédéraliste impérialiste dans lequel le peuple ne sera jamais consulté pour choisir ses représentants, pas dans une forme viable pour le moins. Aujourd'hui, le parasite est donc seulement, si je puis dire, greffé sur son hôte en train de lui pomper le sang jusqu'à la moelle, en ôtant tout choix véritable au peuple qui ne peut voter que pour des clones qui sont simplement habillés avec des cravates différentes, ou en ôtant aux élus leur pouvoir. Et en ce sens, si les Français qui ont vaillamment résisté en 2005 sous Chirac à la propagande européiste en votant non à la Constitution, et dont je reconnais que je ne faisais pas partie puisque malheureusement j'avais voté oui en ayant été victime de la propagande européiste à la fac de droit lorsque j'étudiais l'Union européenne, et si les Français donc n'avaient pas voté non, mais oui en 2005, et les Néerlandais aussi d'ailleurs, le président élu en 2007, en l'espèce Sarkozy, si bien sûr lui aussi n'avait pas trahi la nation, aurait dû activer l'article 16 de la Constitution sur le fondement de la menace grave et immédiate à l'indépendance nationale, pour stopper l'intégration fédéraliste, renverser la vapeur, libérer la France, et la reconstruire alors sur de bonnes bases. La Constitution européenne ayant été néanmoins rejetée, Sarkozy aurait dû activer l'article 16 alors sur le fondement de la menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, mais non, au contraire, il a fait passer en force contre l'avis du peuple le traité de Lisbonne, qui reprend totalement les instruments posés dans la Constitution européenne, pourtant rejetés, et je ne parle pas des autres trahisons. En 2012, en l'espèce, Hollande, lui, aurait dû activer cet article, cette fois sur le fondement de la menace grave et immédiate à l'indépendance de la nation, mais non, lui aussi a trahi en enfonçant le clou de la même façon, tout comme Macron à sa suite. Nous voilà rendus désormais en 2022, date à laquelle un vrai président devra mettre en œuvre l'article 16 sur le fondement de la menace grave et immédiate pesant sur l'indépendance nationale pour obtenir des pouvoirs exceptionnels afin de libérer la France de l'emprise de la finance apatride et de ses affidés. Et si ce n'est pas le cas, hélas, 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 encore une fois, alors la France revivra la trahison et perdra sous le prochain quinquennat son indépendance, et nous serons alors esclaves de la finance apatride pour longtemps, posant alors la question de l'insurrection citoyenne à laquelle je me refuse de répondre tant que l'affaire n'est pas pliée. Merci de votre écoute et à bientôt.